concerne le taux d'épargne. Donc il faut de la confiance et il faut aussi veiller à maintenir le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Français. En clair, qu'il y en ait plus sur la fiche de paye plutôt que de leur en enlever sur la fiche de paye. Et là, je veux aussi tenir un discours de vérité. Ceux qui penseraient dans les années qui viennent que la France peut réussir, que les Français vivront mieux sans travailler davantage, sont des menteurs. C'est par le travail, faire travailler plus de monde, et là c'est aussi le ministre de l'Emploi qui parle, et c'est aussi l'auto-entrepreneur. Il a été adopté par une majorité, un gouvernement auquel j'appartiens. Nous ne tuerons pas le régime de l'auto-entrepreneur. Et je dis aussi clairement que ça, par respect pour vous, pour ne pas vous mentir. Vous pouvez, je m'y attendais. Vous pouvez, je m'y attendais. Alors là, je vais vous dire très franchement, et celui qui viendra vous voir aujourd'hui en disant on tuera, on mettra un terme, si je ne me trompe pas, non, vous pouvez faire monter le brouillage, j'ai l'habitude, et je n'utiliserai aucun confort de rhétorique pour vous dire les choses. Celui des hommes politiques responsables, qui est en mesure de devenir président, qui vous dira le contraire, celui-ci est un menteur, parce qu'il dira exactement le contraire aux 700 000 auto-entrepreneurs qu'il verra par ailleurs. Par contre, on a le droit de ne pas être sourd, de ne pas être aveugle, et de tenir le discours de vérité jusqu'au bout. 86% aujourd'hui des auto-entrepreneurs sont en dehors du secteur du bâtiment. Qu'est-ce qui vous a gêné le plus avec l'auto-entrepreneur? Je n'invente pas ça de ma science, mais je suis aussi un élu de terrain et j'écoute, que ce soit les responsables de la CAPEP dans l'Aisne, mais aussi ailleurs. C'est que vous avez été confronté à deux choses quasiment en même temps. La crise sans précédent, qui a fait en sorte qu'il y a eu moins de commandes, notamment de commandes privées, de commandes publiques, et en plus l'auto-entrepreneur. Et les deux en même temps, vous avez été pris pour nombre d'entre vous à la gorge. Évoluer le statut de l'auto-entrepreneur. On va continuer à le faire, pas seulement nous tout seuls, je ne vous le cache pas comme si on est des gros malins qu'on saurait tout faire tout seul. Il y a eu des grandes discussions avec la CAPEP, je tourne avec le président, avec l'UPA également, avec Jean Lartin. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est en train de parvenir à un équilibre selon un certain nombre de conditions qui restent à définir, et je voudrais m'en expliquer. La première chose, c'est que le président l'a dit, les avantages de l'auto-entrepreneur, je ne vois pas pourquoi certains artisans en seraient privés. C'est la logique notamment, zéro chiffre d'affaires, zéro charge. C'était pour les auto-entrepreneurs, il n'est pas normal que ce soit seulement pour eux, ça sera également le cas pour les artisans. Vos adhérents étaient en définitive exclus du bénéfice de cette règle, je pense que cette règle elle est juste, je pense qu'elle a dû, j'aurais juste allé jusqu'au bout. Je sais que ce n'est pas la partie la plus facile. Ce que je vous dis là, je le dis, moi je n'ai pas de discours également de vos adhérents, et je le dis aussi devant les auto-entrepreneurs en les regardant en face. Donc, cette réduction de charges supplémentaires, elle représentera pour l'ensemble du secteur 300 millions d'euros. Mais on ne peut pas continuer à vous dire ne regardez pas l'auto-entrepreneur si vous avez toujours cette différence de traitement. Autre sujet, c'est que nous, on doit regarder aussi dans le détail les 14% d'auto-entrepreneurs qui sont dans le bâtiment, et c'est notamment sur les questions d'obligation, d'assurance et de responsabilité, avec notamment une idée, c'est de dire que quand on est auto-entrepreneur et qu'on intervient dans le bâtiment, sur le devis devra figurer également, comme c'est le cas pour vous, les mentions obligatoires sur les assurances et sur la couverture en cas de problème. Ce n'est pas parce que je suis un ancien assureur que je suis sensibilisé à cette question. Je connais le marché de la responsabilité civile, je connais le marché de la décennale. Quand on est obligé de s'en payer une avec les franchises qui existent et qu'à côté quelqu'un prend les marchés parce que lui n'est pas obligé de s'en payer une, oui là ça fausse tout et ça leur permet de prendre un certain nombre de marchés beaucoup plus facilement. Là-dessus, on va aller jusqu'au bout de la logique de façon à ce que la mention obligatoire puisse être maintenant bien validée. Après, il y a ceux qui n'ont pas d'activité ou peu d'activité, et là je le dis, je suis engagé depuis des années contre la lutte contre les fraudes et contre le travail dissimulé. Eh bien, ceci ne doit pas oublier le secteur des auto-entrepreneurs non plus. Quand on est déclaré auto-entrepreneur et qu'on ne déclare aucune activité et aucun revenu, je ne dis pas qu'il y a un problème et ça vaut la peine de regarder. De façon à ce qu'il n'y ait pas non plus. Et celui qui vous dit ça est le premier à avoir engagé en France la lutte contre les arrêts de travail frauduleux. Donc je le dis, je ne dis pas ça aujourd'hui devant cette Assemblée, ça a toujours été une inaction. Je pense sincèrement que si on veille à alléger les charges sociales, les charges administratives, vous avez devant vous un militant de la simplification. Nombre de mes collègues me disent que ce n'est pas une vraie réforme, que ce n'est pas une grande réforme, mais moi j'y crois. Et si en plus on veille à ce qu'il n'y ait pas cette distorsion de concurrence, je pense que peut-être l'an prochain, sans parler de la prochaine élection présidentielle, quand on viendra vous voir, on ne se battra pas pour savoir qui pose la question sur l'auto-entrepreneur,
on n'attendra pas les réactions de la salle sur la question de l'auto-entrepreneur, je pense qu'on aura réussi à bien stabiliser les choses. Mais je le rappelle également, l'auto-entrepreneur en France, 86% des auto-entrepreneurs ne sont pas dans le domaine du bâtiment. Et la vraie question, c'est pourquoi ça marche l'auto-entrepreneur? C'est-à-dire que les 14% vous intéressent et je vous comprends. Mais toujours est-il, pourquoi ça marche? C'est parce que c'est une grande simplicité. Et la leçon, c'est tout simplement d'alléger le statut, d'alléger à chaque fois les charges et les normes qui pèsent sur vos secteurs d'activité. Je crois profondément à ça, au-delà des garde-fous que j'évoquais. Voilà, Patrick Lebus, vous voulez rebondir rapidement, Patrick? Oui, très rapidement. Déjà pour vous remercier d'avoir abordé le sujet, parce que c'est vrai que beaucoup ont écarté le sujet, vous l'avez abordé. Simplement, ce qu'on veut, c'est que les choses soient encadrées. Pays comme elle est, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 600 milliards de dettes publiques de plus qu'il y a 5 ans. Et des mesures fiscales qui ont été prises par d'autres que par nous. Mais ce n'est pas la TVA à taux réduit qui crée le déficit, au contraire. Ça développe de l'emploi, ça développe du pouvoir d'achat pour les consommateurs. Donc, et ce n'est pas une niche fiscale. Ne reprochez pas à la gauche quoi que ce soit par rapport à la TVA. Je vais parler de TVA en général. Moi, je considère que la TVA est l'impôt le plus injuste qui soit. Les réponses qui ont été faites par d'autres avant moi ont contribué à la création de ce statut. Mais je vais vous donner les miennes, qui sont nuancées certes, mais quand même globalement critiques. Alors si on regarde les aspects positifs, il y en a quelques-uns. Le statut d'entrepreneur a contribué, c'est un chiffre, à la création d'entreprises. Il a permis à certains salariés qui sont jeunes ou expérimentés de bénéficier d'un complément de revenus dans des activités de service aux entreprises ou à la personne. Mais au total et à l'expérience sont apparus plus tôt, je pense que vous serez d'accord avec ça, des limites et même, franchement, des effets pervers. Et j'irais même plus loin, des dérives qu'il faut prendre en compte, notamment un terme que vous évoquez, je le sais, qui est la concurrence. Une concurrence peu justifiée, une concurrence déloyale à l'égard de professions artisanales qui, elles, de leur côté, on revient à la question de la stabilité réglementaire, subissent des réglementations qui sont extrêmement précises et parfois beaucoup trop tatillonnes. Et donc je considère sur ce point que vos doléances, vos remarques, vos critiques sont totalement justifiées. Alors, que faut-il faire? Dialogue. Je crois que le moins qu'on puisse faire, c'est d'envisager des adaptations extrêmement fortes. Par exemple, pour limiter la durée du statut d'entrepreneur dans le temps, pour que les professionnels que vous êtes ne se trouvent plus en situation de distorsion structurelle de concurrence vis-à-vis des personnes qui exercent en qualité d'auto-entrepreneur. Il y aura là une régulation très forte à faire. On ne peut pas, en un mot, en rester à la situation actuelle. Ce serait inacceptable. Complètement. Moi, j'ai été ministre de 1997 à 2002, dans le gouvernement de Lionel Jospin, jeune ministre à l'époque. Et nous avons fait les 35 heures. Nous l'avons fait dans des conditions qui auraient pu être plus négociées, mais nous avons fait. Et nous avons fait dans un contexte qui était un contexte déjà de chômage très important, qu'aujourd'hui, un chômage jeune qui était massif, et au final, globalement, les 35 heures ont permis de créer, c'est plus sérieux qui l'ont montré, plus de 350 000 emplois sur la période 98-2002, sans des effets financiers apparents pour les entreprises, avec un taux d'emploi dans cette période qui était plus élevé en France que dans les autres pays européens, avec aussi une amélioration de la compétitivité de la France de 98 à 2002. On pourrait parler plus longuement de la compétitivité de la France, mais on n'a pas tout à fait le temps. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les 35 heures seront la calamité, la catastrophe qui a été annoncée. Et donc, j'assume. Je ne pense pas qu'il faille revenir sur les 35 heures. Je ne pense pas non plus qu'il faille revenir sur les assouplissements. Autrement dit, pour moi, on est parvenu en gros à un équilibre. Je ne sais pas ce que vous a dit Bertrand, vous a dit, mais en l'occurrence, j'observe ce qui se passe à droite, c'est logique, et j'observe qu'il y a aussi plusieurs courants. Il y a ceux qui veulent les supprimer franchement, et ceux qui expriment au contraire l'idée qu'il faut les garder, ceux qui veulent franchement des heures supplémentaires. Et Xavier Bertrand, en l'occurrence, me paraît plutôt de cette deuxième école. En tout cas, c'est ce qu'il nous déclare publiquement en général. Observons enfin que l'extension des lois des TPO
au prix au TPE est très récente, sauf erreur, vous dire aussi, elle date de 2007. Et le paradoxe, c'est que ceux qui nous promettent parfois, ou qui vous promettent la fin des 35 heures, ont été à ce moment-là moins regardants. J'ajoute que revenir intégralement sur les 35 heures serait contradictoire avec deux revendications, la stabilité des règles et la qualité du dialogue social, notamment pour le seuil du changement des heures sup. Alors, sur la défiscalisation des heures sup, donc vous me comprenez, non, pour nous, les 35 heures ne sont pas supprimées, non, nous ne pouvons pas non plus revenir à l'équilibre antérieur, et enfin, s'agissant de la défiscalisation des heures sup, un sujet qui nous intéresse, je le sais, nous envisageons de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires, qui, à mon sens, a été globalement négative, parce qu'elle a détruit 70 000 emplois, ou plutôt désincité les entreprises d'embaucher. Mais cette mesure ne concernera pas les entreprises de moins de 20 salariés qui ont besoin, elles, de ce régime. Donc nous avons prévu ça de manière explicite pour ces entreprises-là. Pour ce qui est de la TVA sociale, j'ai déjà répondu, mais je le répète, je considère que la TVA sociale est une erreur. C'est une erreur sociale, d'abord. Comment peut-on prétendre, d'ailleurs, qu'une TVA soit sociale? À l'évidence, la TVA, c'est l'impôt qui frappe d'abord ceux dont la propension à consommer est la plus forte, ceux dont la partie consommée du revenu est la plus élevée, ce sont les couches moyennes, ce sont les couches populaires, et c'est aussi anti-économique. Alors, il y a une espèce d'imitation là de l'Allemagne. C'est l'idée que l'Allemagne a évité des délocalisations à travers l'augmentation de la TVA. Mais la vérité, c'est que notre moteur économique n'est pas du tout le même que celui de l'Allemagne. L'Allemagne a une économie qui est totalement orientée vers l'exportation. La nôtre, elle est portée ou tirée par la consommation. Et donc, ce que nous ferons, nous, c'est d'annuler ces points supplémentaires qui ont été votés par le Parlement et appliqués seulement au mois d'octobre. Ce sera fini. La loi LME a été votée, ça se situait dans une perspective avec l'idée qu'on allait vers une certaine perspective de croissance et qu'il fallait encourager les gens à prendre davantage d'initiatives. Or, on se trouve malheureusement aujourd'hui dans une situation de crise et le statut de l'auto-entrepreneur comporte, c'est évident, un certain nombre de risques de dérive et je dirais de risques aussi pour ceux qui se lancent dans cette aventure sans y être préparés. Parce que sur un marché difficile, je connais des gens qui tirent bien leur épingle du jeu en étant auto-entrepreneur, mais je dirais que mon sentiment, c'est que c'est quand même plutôt, et surtout dans le contexte d'aujourd'hui, une minorité. Alors, moi j'ai entendu ce que disait Xavier Bertrand tout à l'heure. C'est vrai, ce qu'on constate, c'est que s'il n'y a pas abandon de l'affaire des auto-entrepreneurs, il y a quand même un certain rapprochement qui se fait sur la durée, parce qu'on nous dit, sur l'exigence de qualification, il y a des choses qui ont été faites, sur l'exigence d'assurance, il y a des choses qui ont été faites. Il nous a dit aussi tout à l'heure, sur l'affaire zéro chiffre d'affaires, zéro charge, que ça allait être appliqué aux artisans. Il y a quand même un problème qui demeure. Moi, je pense qu'il faut peut-être poser le problème de la durée pendant laquelle on peut rester dans le cadre auto-entrepreneur, parce qu'une durée illimitée, ça paraît quand même poser un véritable problème. Moi, ce que je pense, et ce que nous ferons demain, si les électeurs nous le permettent, c'est vraiment faire une remise à plat complète de cette affaire et une remise en plat concertée avec les professionnels, de telle sorte qu'on essaie de régulariser cette affaire-là. Mais je ne pense pas que dans le secteur du bâtiment en particulier, on puisse avoir deux régimes. S'il y a des efforts à faire, c'est plutôt pour alléger, faire la simplification de toutes les formalités administratives qui pèsent aujourd'hui sur le secteur de l'artisanat. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire là-dessus, et plutôt que d'aller vers la pérennisation sans fin des auto-entrepreneurs, je pense qu'il faut plutôt essayer de simplifier à la fois et les charges et les formalités qui pèsent sur le secteur de l'artisanat. J'ai été maire, j'ai été souvent étonné de voir que chaque fois qu'il y avait un appel d'offres, on renouvelait les mêmes demandes aux entreprises qui concouraient à ces appels d'offres. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses simples qu'on pourrait, beaucoup de décisions simples qu'on pourrait prendre très rapidement.